pour un échange avec la salle. Donc si quelqu'un veut poser une question. Ah, voilà, là-bas. Là, ce que je voudrais plutôt, c'est vous apporter un témoignage. Je travaille actuellement pour General Electric, anciennement Alstom. Et prochainement, on va changer d'actionnaire, ça sera EDF. Je suis dans une entité qui a toujours été un intégrateur de centrales. Quand j'étais embauché, on faisait du cycle combiné. C'est-à-dire qu'on s'occupait en particulier de la partie du cycle correspondant à l'eau qu'on transforme en vapeur, et ensuite cette vapeur qui se turbine et qui va vous donner de l'électricité. Et on associait ça à une turbine à gaz de manière à avoir un rendement supérieur. Et comme c'était nous qui avions le plus d'interface avec tout le monde, c'est nous qui faisions la coordination. Et comme Alstom à l'époque ne faisait pas toutes les parties de la centrale, et bien quand il y avait une partie qu'il fallait intégrer, c'est nous qui l'intégrions. Par exemple, il pouvait y avoir du génie civil. Le génie civil, ce n'est pas dans les métiers traditionnels d'Alstom. Mais quand on construit une centrale complète, clé en main, parce qu'à l'époque, on se retrouvait avec un client qui disait « je ne veux pas prendre la responsabilité de l'intégration complète de la centrale », le banquier me l'interdit parce que s'il y a un souci, c'est sur moi que va y avoir la responsabilité. Il y avait un marché pour l'intégrateur de toute la centrale. Et on avait le client qui disait plutôt que de demander à un intégrateur américain qui va gagner de l'argent en achetant les gros composants, j'aimerais que ce soit vous, Alstom, qui fabriquez tous ces gros composants, qui en soyez l'intégrateur. Donc depuis 30 ans, je travaille dans une entité dont le métier c'est ça. Et quand je vous parlais par exemple du génie civil, quand vous aviez un projet, on appelait le génie civil l'ogre gris. Parce que c'est lui qui, si vous n'étiez pas capable de bien lui spécifier tout ce qu'il fallait faire, allait vous manger vos bénéfices. Mais on avait également tous les métiers. Quand vous allez dans une centrale, c'est des tuyaux partout. Vous avez l'impression d'être plus dans une usine chimique que dans une usine qui fabrique de l'électricité. Donc les soudures, on savait ce que c'était. Mais petit à petit, comme notre marché, ce n'était plus la France, puisque la France était équipée en centrales nucléaires, notre marché, c'était l'export. Et il était moins cher d'avoir des soudeurs qui soient proches du pays où on construisait que d'importer des soudeurs français qui auraient fait le travail à l'export. Même si ça s'est fait à une époque. Oui, c'était surtout aussi dans le cadre du contrat où il y avait une partie du travail qui devait être laissée au pays. Avec le temps, de plus en plus. Mais initialement, c'était également pour des économies. Et dans le métier que j'ai eu, on a commencé avec des centrales dites à cycle combiné, c'est-à-dire on avait une grosse turbine à gaz avec des gaz d'échappement très chauds qui servaient ensuite à générer de la vapeur pour ensuite améliorer le rendement. Après, on est passé sur des centrales conventionnelles qui brûlaient du charbon, qui brûlaient du fioul. Donc, on a eu également toute cette intégration. On a également, par exemple, construit même des centrales solaires, où on avait un champ de miroirs qui concentrait en Israël tout le flux solaire pour produire de la vapeur. Et aujourd'hui, on est arrivé à quel point? Et aujourd'hui, on est dans l'îlot conventionnel des centrales nucléaires. Avec l'Arabelle, c'est nous, mais vous entendez plus souvent parler de l'Arabelle, des alternateurs, que de l'intégration de cette salle des machines. Et il faut voir qu'on avait une expérience initiale d'intégration de la totalité. Quand on est arrivé dans le nucléaire, on s'est retrouvé avec une portion congrue. Au lieu de représenter quasiment la totalité de la centrale, on représentait plus que 10% de la centrale en coût, parce que l'îlot conventionnel, c'est peu de choses à côté de l'îlot nucléaire. Donc vous travaillez dans l'îlot conventionnel? Donc on travaille sur l'îlot conventionnel, mais ça va même au-delà. Donc vous allez devenir EDF? Donc, c'est ce que je vous ai dit en introduction, je vais avoir mon actionnaire de référence qui maintenant va devenir EDF. Mais il y a également une chose que EDF ne sait pas forcément bien. C'est tout ce passé d'intégration que l'on a. C'est-à-dire que EDF nous a souvent plutôt vus comme un fournisseur de grosses machines.
Or, EDF, quand il nous achète maintenant une centrale, a tendance à saucissonner la part de la centrale en lots plus petits et dire l'intégrateur, c'est moi. Mais EDF n'a pas l'expérience de décennies d'intégration que nous avons. Résultat, il multiplie les interfaces et ça devient beaucoup plus compliqué à gérer. Donc j'espère que quand EDF verra la pépite que nous sommes, il constatera, ben là, on est presque 800 personnes à travailler dans cette entité, ben qu'on est capable de faire autre chose que des tranches de morceaux. Nous sommes capables de faire beaucoup plus. De la même manière, quand on parlait des petits réacteurs modulaires, il faut voir qu'également, on travaille sur des projets qui leur sont associés. Parce que nous avons cette expérience. Initialement, ces petits réacteurs sont partis finalement de l'expérience de réactoriste, mais il a parfois oublié que cette expérience de l'intégration, nous, on l'avait. Et encore autre chose que je veux rajouter, quand vous avez une centrale nucléaire, ce qui coûte le plus cher, c'est la sûreté, c'est le réacteur. Mais là où vous gagnez de l'argent, c'est avec le cyclovapeur, la turbine, l'alternateur, parce que c'est eux qui produisent ce que ensuite on va vendre. Et qu'est-ce qu'on va vendre? On va vendre de l'électricité. Si on est capable de produire 10% d'électricité en plus, avec une turbine qui représente pas loin de l'ordre de 1% du prix de la centrale, vous voyez le levier que l'on a pour rendre la centrale profitable. Et on entendait également parler du fait que parmi les sous-produits d'une centrale, il y a également la vapeur. Et bien quand vous gérez toutes les interfaces fluides avec tous ces tuyaux, vous gérez la vapeur, vous gérez ces exports vapeur. Et la vapeur, ça se vend. Donc tout ce qui se vend avec une centrale, ça se fait dans l'intégration, et c'est nous qui en sommes les dépositaires d'une certaine maîtrise. D'accord, merci. Alors je pense que vous aurez pu longtemps attendre pour passer une autre question. Bonsoir, Baptiste Petitjean, je travaille au commissariat au plan avec François Bayrou. Je suis chargé de suivre les questions liées à la reconquête de l'appareil de production industrielle et agricole. Merci à tous les 6 pour vos interventions. Merci Christophe Bridler pour cette initiative, c'est capital pour notre territoire. Je salue cette initiative. Je suis assez sensible à la relation qu'a fait M. Bayard entre les compétences et la territorialisation de l'industrie. Et je pense que c'est déjà quelque chose qui est en route. Le CNAM nous a remis un rapport il y a un an sur la dynamique industrielle des territoires et on a à peu près 3/4 des investissements directs à l'étranger, si je ne dis pas de bêtises, industriels, qui se font dans des villes de moins de 20 000 habitants. Donc on voit bien que cette dynamique industrielle, elle peut se faire dans les régions, les territoires, et l'idée de faire des pôles de compétences est une manière de lutter contre l'esprit de la faiblesse et de l'entreprise sans usine que vous avez décrit. 3 questions rapides. La première, l'Italie et les nucléaires. Christophe Grudler, vous en avez parlé en introduction, c'est intéressant, parce qu'effectivement l'Italie a une histoire plutôt tumultueuse avec le nucléaire, des référendums contre, mais Cingolani, l'ancien ministre de la Transition énergétique, s'était prononcé pour rouvrir le débat. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Deuxième question, justement, en lien avec l'Italie, il y a une start-up, je crois, qui a levé plus de 400 millions d'euros, Nucléo, qui est italienne, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ils se positionnent et quel est où ils en sont? Et dernière chose sur les SMR, plutôt pour M. Maillard, Jean Maillard, pardon. Je pense que, et on en a parlé parfois ensemble, il y a un argument de poids pour les SMR français, c'est qu'ils peuvent être une petite solution, un début de rééquilibrage de notre commerce extérieur qui va dépasser les 150 milliards d'euros de déficit cette année. Et je me demandais si vous avez des ordres de grandeur à nous donner en termes d'exportation de ce que peut représenter un SMR vendu à l'étranger par la France. Et je rajoute une dernière question, je suis désolé. La quatrième, c'est, encore une fois, en termes d'ordre de grandeur. 6 EPR2 plus 8 en option, qu'est-ce que ça représente en termes de formation,
d'emplois supplémentaires, de types de métiers, etc. etc. Je ne sais pas si c'est possible, je vous pose cette question parce que c'est un peu de la planification, donc ça m'intéresse de la percuter. Merci. Alors, je vais répondre sur la première partie déjà, que je passerai à nos invités. Donc sur l'Italie, il y a un débat de longue date, mais il est clair qu'aujourd'hui, la crise de l'énergie fait rouvrir la question du nucléaire partout. Là, on pensait que c'était réglé. L'Allemagne garde ses 3 centrales, bon, peut-être moins longtemps que ce qu'ils souhaitaient initialement, mais ils vont les garder quand même un petit peu. Les Belges, qui devaient aussi fermer leurs centrales, décident de ne pas les fermer. Et en Italie, le débat revient en disant, voilà, parce que c'est vrai que l'énergie nucléaire, c'est une forme d'autonomie énergétique européenne. Je vous rappelle que 64% de l'énergie européenne vient de l'extérieur de l'Europe. Donc, avec le nucléaire, avec l'uranium, qui nous donne une autonomie de 8 ans, hein, et là, on ferme les frontières avec l'uranium qu'on a, et avec effectivement les fermetures de cycle, puis peut-être maintenant le deuxième tour qu'Orano va pouvoir faire sur le combustible, eh bien, on tient 8 ans, hein, donc il n'y a pas de souci. Et donc l'Italie se pose légitimement la question par rapport à cela. Alors, je ne connais pas suffisamment le nouveau gouvernement, donc je ne suis pas très proche, mais voilà, je sais que beaucoup de gens se posent des questions, et j'ai associé le SMR, donc les startups SMR qui se développent en Italie, que j'invite d'ailleurs à l'événement de Bruxelles, dont je parlais au début de mon intervention. S'ils se lancent dans le SMR, c'est aussi que il y a aussi des jeunes entrepreneurs qui croient éminemment au nucléaire. Juste un tout petit mot rapide, parce que je ne prends peut-être plus la parole après sur Newark. Moi, je crois à fond au projet Newark. Je le trouve vraiment bien dimensionné, assez malin, parce qu'avec 2 modules de 170 MW, on arrive à 340, ce qui est exactement la puissance d'une centrale à charbon. Donc, on peut remplacer, et notamment en Pologne, par exemple, il y a des opérateurs privés qui alimentent quelques villes, quelques districts industriels. Il suffit de leur dire, écoutez, vous fermez votre usine à côté, votre mine de charbon, on met le SCR à la place et on reprend les réseaux. Et on a exactement le même, c'est parfait. Et puis un autre avantage de Newark, c'est qu'il ne réinvente pas le fil à beurre en faisant une Rolls hyper compliquée. Newark, effectivement, il reprend une technologie qui existait déjà. Donc pour les certifications nationales et européennes, ben, c'est un gain fantastique. C'est-à-dire qu'avec ça, les Américains qui peuvent venir, voilà, avec leurs normes à eux, ils ont peut-être plus de difficultés. Donc il faut vraiment travailler là-dessus. Je laisse répondre aux questions que vous avez. Alors je vais dire deux. Je ne vais pas être très long sur Nucléo parce que je ne vais pas comparer les projets. Nucléo, c'est un projet italien porté en partie par la famille Agnelli. C'est un projet, je dirais, au même niveau de développement que les autres, parce qu'on a dit 3 phases tout à l'heure. La phase qui se déroule jusqu'en 2026, c'est la première phase, si je ne me trompe pas. C'est une phase de description du projet. Tous les projets qui aujourd'hui sont déclarés à la Banque publique d'investissement au Pays de France sont au même niveau d'avancement globalement. Il y en a effectivement 5, 6 qui se sont déclarés vraiment et une dizaine qui sont appuyés, 10, 12 qui sont appuyés. Voilà, donc je ne sais pas quoi dire de plus. Ils viennent en France pour le savoir-faire français, et ils me le disent, je les rencontre tous un par un, et je leur pose la question, je leur dis d'abord qu'il faut qu'ils viennent en France s'ils veulent avoir une chance d'avoir des sous, et je leur dis, mais pourquoi vous venez? Parce qu'eux, ils n'ont pas besoin d'argent, ils ont des investisseurs italiens très fortunés, donc ils n'ont pas besoin d'argent, ils me le disent comme ça. Par contre, ils viennent pour le savoir-faire. Donc les turbines, le combustible, les réacteurs vaisselle, enfin les cuves, voilà, les cuves, la fabrication de cuves de réacteurs, tous ces savoir-faire là, ils viennent pour ça. Alors par rapport à vos métiers, oui, d'ailleurs j'ai eu l'occasion de rencontrer vos collègues du commissariat au plan il y a quelques temps. Il faudrait sans doute que je revienne vous voir. En fait, on est en train de projeter tous les métiers de la filière nucléaire, que la filière nucléaire utilise. Je ne contredis pas, j'avais dit qu'il n'y avait pas de métier nucléaire. Tous les métiers que l'on utilise, on est en train de projeter 2030-2032 pour voir combien on en aura besoin et comment il faut les former, à quel niveau, etc. Et par rapport à ce que vous disiez, effectivement, je pense que les démarches régionales sont lancées avec les territoires d'emploi, les 230 territoires d'emploi, si je ne me trompe pas. Par contre, je reviens sur le fait que c'est des démarches qui prennent du temps. Former un soudeur, le gars, il faut qu'il fasse bac plutôt technique, puis après il fait 2-3 ans de soudage. Voilà, ben
est dans cette démarche-là aujourd'hui, donc il faut la poursuivre, il faut vraiment les appuis régionaux, les présidents de région, les recteurs, les universités, tout à l'heure j'en discutais, les écoles. Il faut vraiment. Je vais interrompre, je vais faire comme on fait au multiplex quand il y a un but. Donc, eh bien, annonce là qui vient de tomber. Il y a signature d'un accord définitif portant sur l'achat des activités nucléaires de GE Steam Power, excepté le périmètre américain. Donc les infos que j'avais, c'est que ça a été signé cette nuit, on verra, la nuit qui est passée là, on verra si c'est exact. Donc EDF rachète en fait l'activité Arabelle et les activités de GE Steam Power. A priori, le périmètre qui est donné, c'est excepté le marché américain. J'en sais pas plus, ça vient juste de tomber il y a 3 minutes. Voilà, vous pouvez continuer. L'éolien onshore, la conversion de puissance, les turbines à gaz. Donc, en termes de souveraineté, sur le périmètre, qui était un problème, est-ce que cette annonce a du sens de dire hors périmètre américain? C'est clair ou je vais prendre ma casquette oui. syndicale. Oui. Donc il y a eu des informations de consultation. Je n'ose pas imaginer que du coup le périmètre soit revu, parce que sinon ça veut dire qu'il faudrait reconsulter les instances européennes et françaises. Donc le périmètre, oui, est assez clair. C'est hors Amérique, avec la France et puis l'Inde. Peut-être que toi tu as plus d'infos que moi, effectivement. Oui. Si vous avez plus d'infos, allez-y. Ça savez, on change de sujet. Alors, quand on parle du périmètre américain, en réalité, il s'agit de la rénovation de centrales nucléaires. Il ne s'agit pas des centrales nucléaires neuves. Et donc, aux États-Unis, il y a des rénovations importantes qui sont en cours. Et quand on parle Amérique, c'est les Amériques. Amérique du Sud comprise. Alors, il y avait une question sur la balance, j'ai promis, il y avait une question sur la balance du commerce extérieur et quel était le poids des SMR dans tout ça. Je la garde en tête depuis tout ce temps, effectivement. Oui, alors l'idée c'était de comparer peut-être le nucléaire tel qu'il était conçu jusqu'à maintenant et on va dire des technologies comme celle sur laquelle on va se positionner. Moi j'ai un argument effectivement qui consiste à dire qu'aujourd'hui le nucléaire c'est un métier de bâtisseur. Donc la majorité de la valeur ajoutée, vous allez la trouver dans le pays dans lequel vous installez la centrale. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de génie civil. Et évidemment, on va créer une filiale sur place et puis on va embaucher des gens sur place pour construire la centrale. Donc on a la majorité de la valeur ajoutée, malheureusement, quelque part, elle part dans cette construction. Nous, notre technologie, c'est de dire qu'on va préfabriquer en usine et on va livrer les modules qu'on va assembler. Donc on comprend bien que quelque part, là, on cherche à ramener la valeur ajoutée dans le pays dans lequel on construit. Et donc moi, je pense sincèrement qu'on doit pouvoir arriver à peu près 70% de la valeur ajoutée qui reste en France et 30% qui partent. Il y a toujours un petit peu de local content, forcément, évidemment. Puis il y a aussi des travaux à réaliser. Mais l'idée, c'est ça. C'est vraiment de... Et on pense que, évidemment, les SMS sont plus petits. Donc quand on voit un EPS, c'est très gros. Donc on comprend qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée. Par contre, je me dis que si on en vend 15-20 des SMR à côté de l'EPR, en fait, on a bien plus contribué à la balance commerciale. 100 milliards, on va les faire. Allez-y, je suis désolé, je gère le journal de demain en même temps. Je peux peut-être ajouter un complément en termes de volume. Quand on regarde les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie pour atteindre le net zéro 2050, c'est quasiment doubler la capacité installée des moyens de production nucléaire, donc de passer de 400 gigawatts à mondial, je pense, au niveau mondial, à 870 ou 890. Si les SMR prennent que 10% de ces 400 ou 450 gigawatts de nouveaux nucléaires à installer, c'est plusieurs centaines de SMR à construire dans le monde. Donc, je pense qu'il faut relativiser en termes de compétition. Je pense que si on veut atteindre il y aura de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, on a plus un enjeu d'être prêt au bon moment et au moment où le marché va émerger. Et si on a des technologies prêtes au début de la décennie 2030, je pense qu'on aura un marché qui s'ouvrira à toutes les technologies matures.
Il y avait une question. Peut-être une seconde sur la balance extérieure. Il faut bien distinguer dans la vente de la technologie de la vente de la main-d'œuvre. C'est-à-dire que quand on vend une centrale en Chine, ce n'est pas la valeur de la centrale qui rentre dans la balance extérieure française. Et on l'a vu récemment, en fait, on gagnait plus d'euros en vendant de l'électricité à nos pays voisins, filière nucléaire, qu'en vendant des centrales nucléaires en Angleterre. Il y avait une question, premier rang. Oui, en fait, c'est une double question. Michel Armand de la Vallée de l'Énergie. La première, il n'y a pas eu d'ordre de grandeur de l'empreinte écologique, l'empreinte foncière, l'empreinte vis-à-vis d'éventuelles conditions de refroidissement qui vont devenir cruciales pour le nucléaire classique, mais pour les SMR, qu'est-ce que ça donne? Donc l'empreinte écologique foncière et vis-à-vis de l'eau, ça c'est ma première question. Et puis la deuxième n'a rien à voir, alors j'attendrai d'avoir la réponse à la première pour poser la deuxième. Moi, ce que je peux vous répondre, c'est que quand on produit 340 MW électriques, on est sur une installation industrielle, donc avec une empreinte au sol qui est quand même significative. On n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur que de la moyenne de la grande puissance, mais on va quand même construire une installation industrielle avec plusieurs hectares pour pouvoir construire ces centrales-là. Donc c'est pour ça qu'on vise d'abord de construire cette tranche de référence sur un site nucléaire existant, et ensuite on va faire des études pour pouvoir construire sur d'autres sites qui peuvent être effectivement des sites industriels type charbon sur lesquels on viendrait installer une centrale nucléaire, voire même à proximité de ports pour pouvoir offrir des autres usages que des usages électrogènes. En termes de sources froides, je pense qu'en termes de sources froides, aujourd'hui on a plusieurs options. On pourra travailler sur des sources froides ouvertes, mais également sur des sources froides fermées avec des aéroréfrigérants. Donc aujourd'hui, on est capable de proposer des centrales, même avec des capacités de refroidissement assez faibles, en mettant en place des systèmes d'aéroréfrigérants et de travailler quasiment beaucoup de fermé. Une deuxième question? Oui, la deuxième question, c'est plus pour monsieur le député. Il y a quelques jours, le nucléaire a fait grand bruit en Pologne, puisque la Pologne a été citée tout à l'heure. Nos colistiers européens polonais ont choisi une solution américaine pour leur centrale nucléaire plutôt que la solution EDF ou la solution coréenne. Du coup, quel est l'équipement européen politique pour défendre le nucléaire européen et encore mieux français? Merci de rappeler effectivement le problème polonais, mais qui n'est pas que sur l'énergie, aussi sur la défense, le choix de matériaux américains. C'est toujours assez terrible. Alors après, on est dans un marché compétition mondiale. J'aime bien dire à chaque fois que le meilleur gagne. Ceci étant, on défend au niveau européen le principe de l'autonomie européenne. L'arme politique qu'on a à chaque fois, c'est d'aller voir notamment les pays qui touchent beaucoup de fonds structurels, qui ne peuvent pas être utilisés pour le nucléaire, mais enfin, ils touchent beaucoup de fonds structurels, leur dire, les amis, l'Europe, vous en profitez à certains niveaux, voilà, il y a un moment, il faut le juste retour des choses. Et le juste retour des choses, c'est l'autonomie européenne. Donc, on peut être dans l'injonction par rapport à ça. On doit trouver ensuite des textes qui permettent effectivement, au niveau nucléaire en particulier, d'avoir une cohérence sur l'ensemble du marché commun, qui fait qu'effectivement, demain, on va pouvoir aller facilement vendre, en Pologne notamment. La Pologne est un des marchés cibles pour les SMR français, avec la Tchéquie, avec la Bulgarie, la Roumanie. Enfin, il y a vraiment beaucoup de pays qui sont intéressés, mais il faut qu'il y ait une cohérence. Et à ce moment-là, je pense que naturellement, on ira plutôt chercher la technologie européenne plutôt que de la technologie qui vient de très loin, à condition que la géopolitique, en effet, s'éloigne. Les F-35 ont été vendus par la géopolitique. Dans beaucoup de pays, c'est comme ça. On a besoin de la protection américaine, donc on va prendre le F-35. Même si l'avion est moins bon, même s'il a des problèmes, même s'il coûte une fortune, c'est pas grave. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler cet esprit de solidarité entre pays européens pour réussir à porter ça par la suite. Et là, moi, je suis confiant. Vous parlez de mes collègues députés européens, non. Ça, c'est l'État membre qui est la Pologne. C'est le gouvernement polonais qui a décidé. Alors attention, ils ont choisi un réacteur de Westinghouse, donc américain, mais ils en ont choisi un autre en Corée du Sud. Donc ils viennent d'acheter un deuxième réacteur nucléaire venu de Corée du Sud. Donc ils sont très global, comme on dit, très
liées au monde, mais voilà, il y a un moment, il faudra peut-être revenir un peu sur les technologies. Alors, ceci étant, peut-être sur les Polonais, je crois me souvenir que EDF doit faire une partie de la sous-traitance, parce que je crois me rappeler qu'à Villepinte, l'événement nucléaire mondial, alors, monsieur, c'est tout, c'est pas vrai, c'est bien, on va vous laisser le micro pour répondre. Je crois me rappeler avoir vu signer un contrat entre le gouvernement polonais et EDF pour dire que la sous-traitance des centrales nucléaires polonaises serait assurée par EDF, sous réserve de la réponse de monsieur. C'est plutôt pour compléter que je voulais dire. C'est que nous, ce qu'on fabrique ici, c'est la turbine et on est capable d'intégrer toute la salle des machines. Et nos turbines, elles ne fonctionnent pas qu'avec un réacteur EPR. Et donc, on soumissionne nos turbines et une partie de la salle des machines également avec des AP1000. Les AP1000, ce sont les réacteurs de Westinghouse, celui qui est arrivé comme prix par les Polonais. Donc, si les Polonais choisissent l'AP1000, il y aura une Arabelle qui fonctionnera avec. En revanche, si c'est les Coréens, désolé, elle ne sera pas fabriquée à Belfort. Ce que je voulais dire sur cette question-là, c'est pas parce que les Polonais ont choisi une technologie américaine, on va dire étrangère, qu'il n'y a pas de sociétés françaises qui vont travailler en Pologne pour construire. Donc on peut parler de tuyauterie, je ne pense pas que l'ensemble des tuyauteries va venir des États-Unis. Et en ce moment, au niveau de la filière, on a un très gros travail d'accompagnement des entreprises françaises à l'étranger. On a un très gros projet aux Émirats, par exemple. Les Émirats ont choisi une technologie coréenne, la technologie des AP1400. Et il y a des sociétés françaises qui sont en train de signer des contrats importants aux Émirats parce que la filière française, l'industrie française est crédible. Et donc, les Émirats nous reconnaissent comme une alternative aux Coréens. Et je vais être un peu franc, vous ne mettrez pas trop dans la presse ce que je vais dire, mais que les Coréens leur font payer très cher les pièces de rechange parce qu'ils pensaient être en marché conquis, quoi. Donc, les Émiratis veulent ouvrir. Et donc, tout à l'heure, je disais, je travaillais avec la Roumanie. Et la Pologne, ce sera certainement un des marchés sur lequel on va aller jeter un œil, effectivement, avec les turbines, c'est sûr. Une question ? Oui, alors, moi je suis le président de la Vallée de l'Énergie et je voudrais revenir sur finalement le titre de la conférence aujourd'hui. Nucléaire, quels emplois pour demain à Belfort. Alors moi je vais m'arrêter là parce que le et ailleurs ne m'intéresse pas. En tout cas, Belfort, disons Nord-Franche-Comté, on va dire, et peut-être région, Bourgogne-Franche-Comté. Ma question serait peut-être plutôt pour Monsieur Maillard, Hervé Maillard, parce que on a entendu les projets, notamment de Next Engineering. Bon, tout ça est en germe, donc ça va prendre du temps. C'est très risqué en même temps. Hein. Il est en compétition avec beaucoup de monde. Il y a des compétences, il y a des possibilités, mais voilà, c'est pas ça qui va apporter des emplois massivement sur le nucléaire dans la région et en particulier dans le Nord-Franche-Comté. Et mon rôle, moi, en tant que président de la Vallée de l'Énergie, c'est de trouver le moyen de faire travailler les entreprises qui sont aujourd'hui des fabricants de pièces, de composants, d'éléments qui interviennent aujourd'hui autour de General Electric, mais qui peuvent fabriquer autre chose, pour les amener sur la filière nucléaire. Vous disiez, Monsieur Maillard, dans le nucléaire, pour l'industrie nucléaire, il ne faut pas être spécialiste du nucléaire. C'est des métiers qui sont transverses, on est d'accord. Et donc, comment vous voyez, je dirais, la capacité de ce territoire à se porter sur ces marchés-là, et qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour les amener vers ces marchés-là? Il y a deux questions dans votre question. La première question, c'est vraiment sur les compétences et les emplois. Donc, on a mis en place avec l'État une organisation qui s'appelle l'Université des métiers du nucléaire, que vous connaissez peut-être, qui finance, avec un financement direct du ministère des Finances, 200 bourses cette année, 200 bourses pour des étudiants sur des métiers en tension. Donc il faut que vous rencontriez absolument Hélène Badia, qui est la présidente de l'université. Il faut qu'on vienne avec elle discuter avec vous de votre écosystème. Il faut qu'on rencontre la région et autres pour ancrer vraiment dans les territoires d'emploi, dans les régions. Enfin, je l'ai dit 50 fois, mais je ne le dirai jamais assez.
cette dynamique parce qu'elle doit être régionale et certainement pas nationale. Après, il y a la deuxième question qui est les entreprises. Les entreprises, je pense que vous devez être adhérent du GIFEN, ou pas encore. D'accord, bon, il faut qu'on discute de cette question, c'est comment mieux vous mailler que le GIFEN dans les GT du GIFEN que pour mailler les industriels. On se rencontre quand vous voulez, on en discute. Je crois que voilà, dans ce débat, il faut pas oublier que dans ce débat d'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le maximum d'emplois et de chiffre d'affaires qu'on pourra faire sur le nucléaire, c'est autour de ces métiers de fabrication qui sont dans la Franche-Comté et qu'on peut mettre rapidement et assez facilement, même s'il y a des spécifications très précises dans le nucléaire et qui sont compliquées. Et d'ailleurs, il y a peut-être des parrainages. Moi, je pensais à cette idée-là, des parrainages d'entreprises qui ne sont pas aujourd'hui dans le nucléaire, qui n'ont pas connaissance de ces cahiers des charges très, très complexes et qui donnent lieu à des interprétations. C'est-à-dire que vous avez une documentation qui fait des dizaines, voire des centaines de pages qui sont imposées aux fabricants. Et en fait, vous avez un travail d'interprétation qui vient avec l'expérience. Mais pour un nouvel entrant, justement, c'est une vraie difficulté. Donc, je pense qu'il y aurait peut-être une forme de parrainage d'entreprises qui sont déjà installées, qui savent répondre et qui pourraient aider des entreprises qui sont leurs concurrents quelque part, mais qui ne seront pas leurs concurrents. Parce qu'il y a tellement de besoins sur ces métiers-là que les entreprises qui ont les marchés aujourd'hui ne pourront pas fournir. C'est une question que je n'ai pas posée tout à l'heure, c'est cette culture des briques, en fait, qu'on trouve dans les nouvelles technologies, qu'on trouve sur les développements d'applications numériques, chacun apportant son savoir-faire, et on se réunit pour un projet, on fait un projet, et après on reprend ses billes et on va ailleurs. C'est peut-être pas forcément la culture du nucléaire, ça. Ça devient, avec la modularité, il y a le projet HPC qui est très intéressant en Angleterre de ce point de vue-là, dans lequel on a développé une modularité plus grande des préfabrications sur site, hors site. Donc on est, je ne vais pas dire au bout du chemin, certainement pas, ce serait très prétentieux de ma part. C'est des démarches qu'on a lancées qui sont intégrées dans les OPR2, qui sont bien évidemment intégrées dans les SMR. Par contre, par rapport à votre question, de mémoire, on avait prévu que je vienne donc vous rencontrer et rencontrer vos adhérents, mais il faut que je le fasse. C'est ça. Philippe Nicolas. Réagir sur le nucléaire, là il y a 6 plus 8, etc. Avant qu'on fasse du copo dans l'atelier à Belfort, il y a plein d'ingénieurs qui ont du boulot. Donc en fait, résumer le nucléaire en disant qu'on sait qu'il y a des sous-traitants locaux qui vont pouvoir faire du copo, ça c'est dans des années. Par contre, plancher sur les réacteurs, les centrales de demain tout de suite, construire les partenariats étrangers, identifier les marchés, développer les concepts, ça c'est beaucoup d'emplois tout de suite à Belfort. Je suis d'accord, mais je ne voulais pas rentrer trop dans le détail. On est en train de travailler sur une idée de préfabrication. Donc, standardisation, modularité, préfabrication. Je vais prendre l'exemple des tuyauteries. On sait qu'on va faire 6 plus 8. On ne sait pas trop quand. Peut-être premier béton 2027 à Panly, si le débat public et les décisions sont respectées, ce qui fait peut-être les premiers tuyaux installés sur site 2032, 33, dans ces eaux-là, 32. Par contre, on pourrait lancer rapidement des préfabrications sur des tuyaux standardisés. Et que ces tuyaux attendent quelque part en France. Donc ça, c'est intéressant pour la société parce que ça lisse son programme de travail. Tout d'un coup, un pic, il faut livrer des kilomètres de tuyaux. Et c'est intéressant pour l'exploitant parce que lui, il sait qu'il a le stock. Et donc, c'est des questions sur lesquelles on travaille et il faut que je vous mette en relation avec les gens qui travaillent là-dessus. 19h30, on a encore juste le temps de prendre une dernière question, s'il y en a une. C'est une question, hein, allez-y. Alors, la première question concerne le SMR. On a vu que pour ces petits réacteurs modulaires, ce qui est la clé de leur compétitivité, c'est la grande série.
Et c'est également pour cela que les Américains aimeraient en faire la plus grande possible de manière à être prédominants. C'est pour cela également que les normes sont fondamentales, parce que ça permet également de faire que cette grande série, ce soit la nôtre. Mais la question que j'ai, il faut combien de SMR pour avoir au mégawatt installé quelque chose qui soit compétitif avec un EPR? Enfin, Joker, vous parlez du coût kilowatt installé, c'est ça? Au mégawatt installé. Ouais, c'est ça. Parce que là, le kilowatt, c'est pas grand-chose. Hein. Alors, je ne vais pas vous donner de chiffres, clairement, mais aujourd'hui, effectivement, c'est un vrai sujet, la compétitivité des SMR, hein, puisqu'on a dit que l'assiette était importante, mais il y a deux choses qui sont importantes. C'est un, d'être là au moment où le marché va émerger, donc c'est le time to market, et le deuxième, c'est d'être au rendez-vous du coût. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que bien sûr, on a une cible de coût. Aujourd'hui, comme vous pouvez lire dans la presse, hein, tous les développeurs de SMR affichent une fourchette entre 2500 et 6000 euros le kilowatt installé. Ça, c'est des chiffres, mais aujourd'hui, il n'y a aucun SMR qui a été encore construit. Donc aujourd'hui, des objectifs en termes de développement. La vérité des prix, on le saura à partir du moment où on aura construit un réacteur. Donc nous, sur Noah, on a bien évidemment une cible de prix et on design avec une cible de prix. Aujourd'hui, on est dans une phase de conceptual design, donc on est en train de faire le premier montage de prix et ce coût, aujourd'hui, il sera consolidé à partir du moment où on sera dans la phase suivante de développement du projet. À partir de l'année prochaine, on saura à peu près consolider un chiffre crédible. Alors l'autre question que j'ai, c'est pour le nouveau réacteur 4e génération. J'ai cru comprendre donc on en pouvait avoir le combustible très longtemps, donc ça signifie qu'on se rapproche sans doute d'un réacteur à neutrons rapide. En quoi votre projet se distingue d'Astrid que le gouvernement a tué? Alors voici En fait, il a appliqué les plans. Non mais, clairement, voici une excellente question à laquelle je ne peux pas répondre. C'est une excellente question, hein. J'aimerais pouvoir vous répondre, mais là si je vous réponds, ça donne des gros indices. Alors effectivement, c'est une technologie à neutrons rapides, c'est clair. Donc c'est ce qui explique effectivement le cycle. On progresse. Par contre, je ne vais pas dire en quoi ça se différencie ou en quoi ça se rapproche, parce que là, pour le coup, on va être très proche quand même. Il n'y a pas beaucoup de technologies en neutrons rapides, donc ça cible trop. Par contre, je vais quand même répondre sur la question d'avant. J'ai envie de répondre sur le prix, notre prix cible. Quel est le prix qu'on va cibler nous? Moi, je ne vais surtout pas vous répondre. Parce qu'aujourd'hui, on est en 2022, moi, je commence à vendre en 2030, et je ne sais pas du tout quel est le prix de l'énergie en 2030. Si je vous dis 4000 du kilowatt aujourd'hui, et que l'énergie est fait x10, on me dira, ah bah je te l'achète 4000. Je dis, ah bah non, c'est dommage, j'ai perdu de la marge. C'est pour ça que je comparais à l'EPR. C'est-à-dire que je ne comparais pas au prix du combustible ou de l'électricité, mais au coût de fabrication. D'accord. Alors, sur le coût, moi, ce que je dirais, c'est que... Au mégawatt installé. Ouais, c'est un peu on va dire, plusieurs acteurs ont cette proposition-là, qui est de dire que, effectivement, on a une économie d'échelle quand on fait des grosses installations. Donc, quand on fait du petit, bah, évidemment, on perd ça. Par contre, on a effectivement la standardisation, la modularisation qui permet d'équilibrer ces coûts. Moi, je me positionne comme étant dans le même ordre de grandeur. C'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas révolutionner le marché par rapport au coût, ça n'a aucun intérêt, parce que, on va dire que on voit bien la fluctuation des prix qui est complètement folle, donc franchement, se positionner sur le coût de prix aujourd'hui, ça n'a que peu de sens. Par contre, là où moi, je vais chercher la rentabilité, c'est sur ce que j'appelle les intrants industriels, c'est-à-dire qu'on va chercher à vendre des choses qui ont plus de valeur ajoutée. Donc si ça a plus de valeur ajoutée, je vais gagner un petit peu de marge, donc ne pas faire que de l'élec, mais vendre de l'hydrogène, vendre de l'ammoniac, vendre de l'eau potable, vendre d'autres choses comme ça. Donc ça me permet de me dire que je vais pouvoir valoriser un peu mieux mon outil. Et donc le risque industriel, effectivement, Alain disait que Next Engineering, c'est une entreprise très très risquée, donc c'est clair. Le risque industriel, moi je l'annule effectivement par cette astuce-là, de me dire que j'ai plusieurs intrants industriels que je vais pouvoir choisir, donc j'ai plusieurs marchés que je vais pouvoir aller tester, et du coup j'ai trouvé celui où la valeur ajoutée est la plus grande. Je ne sais pas si j'ai été très clair, hein, mais c'est ça. Et maintenant j'ai une question pour notre politique. Quand on construit une centrale, on a des tas d'autorisations à obtenir, et elles sont en séquence. Résultat, entre le moment où vous avez l'intention et le moment où on va pouvoir construire, il se passe énormément de temps. Ce temps, c'est de l'argent. Et ça coûte très cher, hein, avec un ratio sur les centrales EPR énorme sur cette partie-là, oui.
et c'est une question pas uniquement française, mais c'est également une question européenne. Donc, si on veut avoir des projets qui aboutissent et qui aboutissent suffisamment vite pour perdre le moins d'argent pendant ce temps d'attente et pouvoir lancer certaines choses en parallèle et pas simplement des autorisations. On avait parlé des tuyauteries qui peuvent se faire en préfabrication avec le système modulaire. C'est autant de gagner. Et le politique, comment peut-il faire pour nous aider au niveau français et au niveau européen? Et j'ajouterai une question, c'est la partie réglementaire. Parce que le poids réglementaire pour faire un EPR est énorme, sauf que comme un EPR ça coûte très cher, bon, ben, c'est un peu dilué dans le coût général, mais si on est sur des SMR, sur des projets qui vont coûter moins cher, est-ce qu'on va avoir, on va pas avoir des coûts fixes dans la préparation réglementaire, les enquêtes publiques, etc., qui va quand même plomber le prix à l'arrivée? Et je vais me compléter ma question Après, on fait par le fait que ce qui est très important quand on fait du nucléaire, c'est l'autorité de sûreté. On a vu qu'en Finlande, l'autorité de sûreté n'était pas suffisamment conséquente pour permettre de faire les choses rapidement. Avec les petits réacteurs modulaires, ça sera peut-être des pays qui pour l'instant n'ont jamais fait de nucléaire qui devront créer une autorité de sûreté. Est-ce qu'on pourrait imaginer, et ça pourrait aller dans le sens des normes, d'abord une autorité de sûreté pour les pays qui n'ont pas la structure, d'avoir une autorité de sûreté plus internationale, qui contribuerait à avoir des normes communes et de faire que des pays de petite taille qui aimeraient accéder au nucléaire, mais pour qui on dit pour l'instant c'est du fossile parce que vous êtes trop petits, on leur laisserait cette possibilité de décarboner leur production d'électricité. Mais là, l'autorité de sûreté est un grand sujet et un sujet international. Christophe Grubner. Merci bien. Je vais répondre vite parce qu'on a tous envie de poursuivre la discussion au buffet juste derrière. Donc en fait, il faut aller plus vite tout en ne transigeant pas sur les impératifs de sûreté, comme c'est évoqué. Alors il se trouve que c'est un sujet dont je m'occupe au niveau européen. Pour l'instant sur les renouvelables et demain sur tout type de permis. Vous savez qu'il y a un plan qui s'appelle Repower EU qui est là pour relancer la production, la puissance en Europe. C'est le vice-président Timmermans qui avait présenté ça. Et donc on a une réforme de ce qu'on appelle, un gros mot anglais, le permitting, qui va permettre notamment sur les renouvelables de peut-être diviser par 2 les délais d'instruction. C'est-à-dire que tout sera fait, mais recours compris. Hein. Donc aujourd'hui il faut peut-être 8 ans pour mener un projet de renouvelable, peut-être qu'en 3 ans, 4 ans, ça va être possible de trouver une solution. Donc là, pour l'instant, on est sur les permis pour tout type de renouvelable, et après, on va enchaîner pour tout type d'énergie décarbonée. Donc on arrivera aussi sur les questions nucléaires sur lesquelles on veut réformer. Je rappelle qu'on a un traité européen qui s'appelle Euratom, qui a valeur de traité européen, qui est là pour promouvoir le nucléaire au niveau européen, sur lequel il y a sans doute des leviers qui nous permettent aussi d'appuyer une réforme de ces permis. Dernière question, allez-y. J'avais juste une question rapide pour Jean Maillard. Comme M. Tempier l'a dit, dans le marché des SMR, on cherche à atteindre un effet de série. Est-ce que vous pensez que dans Mixed Engineering, vous allez réussir à atteindre cet effet en sachant, au vu des différents profils des clients et de leurs besoins? Oui, merci de cette super question. En fait, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de la standardisation, on va dire, on appelle la mass customization, c'est-à-dire en fait de la standardisation qu'on peut personnaliser. Parce que clairement, pour pouvoir vendre de l'hydrogène à un client et vendre de l'ammoniac à un autre, c'est 2 objets différents. Mais par la modularité et par la conception et l'outil digital qu'on appelle NEOS chez nous, Next Engineering Operating System, qui est un outil qui va nous permettre de standardiser un maximum. Donc en gros, je prends souvent l'exemple de l'automobile qui a très bien réussi à le faire, même si on ne sera pas sur ces volumes-là, heureusement. Mais c'est de dire que aujourd'hui, vous pouvez acheter, on va dire local, une Citroën DS3 avec un toit vert et puis des rétroviseurs bleus. Vous êtes la seule à l'avoir sur des millions de clients. Cette DS3, elle sera sortie à la même vitesse que la chaîne de production à côté où il n'y a que des DS3 blanches. C'est-à-dire qu'en fait, on doit pouvoir personnaliser sans coût dans la chaîne logistique. Donc ça, c'est un peu un des objectifs qui va nous permettre, nous, de continuer à satisfaire cette idée de série, mais quand même en fabriquant avec des process qui sont différents à la fin. Très bien. Eh bien, on a tenu les délais, on a un peu débordé, donc on va arrêter là. Merci beaucoup en tout cas à tous les intervenants. Merci.
également notre animateur Philippe Lio, qu'on peut aussi applaudir. Bravo. Donc je vous donne tous rendez-vous derrière, où j'attends pour poursuivre.